Bonjour à tous, donc je suis Christophe Tapia, un des associés fondateurs de Sony Asset Management. Je suis avec Jacques ce matin pour inaugurer cette première série de webinaires de l'année, donc qui commence par les marchés obligataires chez nous aujourd'hui. On fera vendredi prochain un webinaire dédié au marché des actions small et mid cap pour parler de notre fonds Sony Manager et de tout ce qu'on a bien fait l'année dernière. Et un dernier vendredi d'après, donc on a pris un parti pris pour les vendredis. Où on parlera de notre gestion absolute return. Et donc, comme ça, sur ces 3 webinaires, on aura un panel assez global de ce qui a été réalisé chez Sony en 2020. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer, je vais vous souhaiter, comme de coutume, une bonne année à tous, en tout cas à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir ou d'avoir au téléphone. Donc, excellente année 2021, qu'elle soit surtout très bonne en termes de santé et de liberté. Ensuite, pour les marchés financiers, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle doit être meilleure que l'année dernière? C'est une des questions qu'on devra évoquer au cours de ce webinaire, parce que finalement, quand on regarde l'année dernière, si on ferme les yeux sur ce qui s'est passé en mars-avril, on a l'impression que finalement, en fin d'année, si on évite ce trou d'air, finalement, les performances ne sont pas si mauvaises. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont un peu confusants. On va essayer de les décrypter, essayer de vous apporter en tout cas le maximum d'informations sur la gestion obligataire et ces marchés obligataires dont on a beaucoup parlé, mais dont on parle tout le temps beaucoup d'ailleurs, parce que, juste pour vous rappeler, pour ceux qui auraient oublié, cette classe d'actifs obligataires, ça reste le plus grand marché du monde. Aujourd'hui, les obliges dans le monde, c'est 250 000 milliards de dollars. Donc, c'est un marché qui est colossal. Pour vous donner un repère chiffré, les actions, c'est 80 000. Donc, globalement, le marché de la dette, c'est 3 fois plus gros que le marché des actions. On va bien évidemment faire un focus sur la dette privée parce que c'est notre métier chez Sony et c'est là où on a de la valeur ajoutée. Et sur cette dette privée, il y a un autre élément qui est assez intéressant d'ailleurs et qui nous permettra d'apporter aussi beaucoup d'informations au cours de ce webinaire. C'est que globalement, la dette privée depuis 2008, c'est la première source de financement des entreprises dans le monde. Donc, quand on parle de reconnexion de l'économie réelle, c'est important. Et l'économie réelle et la reconnexion avec les marchés financiers, c'est un sujet évidemment majeur quand on voit des années comme on vient de les vivre. Donc voilà, on va partir sur une trentaine de minutes globalement. Comme d'habitude, vous avez sur cet outil la possibilité de nous poser des questions. On tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Globalement, on aura le temps de répondre à tout le monde. Et voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, nous, on a beaucoup de choses à vous raconter. Et Jacques et moi, donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous expliquer comment ça va se dérouler. On va faire un premier bilan 2020. Ensuite, on va essayer de faire un peu de prospective parce que de regarder que dans le rétroviseur, ça ne va pas servir à grand-chose. Et puis, on va rentrer aussi dans le détail de ce qu'on a mis en place dans l'Eurostratégie, de comment on est positionné aujourd'hui et de comment ça fonctionne. Alors, le bilan, il démarre par les performances. Alors, je vous disais tout à l'heure de façon un peu abrupte en préambule que l'année 2020 avait été finalement pas si mauvaise. Quand on regarde les performances de nos fonds obligataires, que ce soit Eurostratégique, Eurostratégique Plus, et nos 3 fonds datés, on s'aperçoit que dans une année qui a été, on va dire, horrible au mois de mars-avril, on arrive à avoir une résistance qui est plutôt bonne parce que le fonds Eurostratégique fait 0 de performance, Eurostratégique plus 0,50. Et quand on regarde surtout depuis les points bas ce qui s'est passé, ça apporte un élément de réflexion qui est important. On reparlera tout à l'heure du portage, on reparlera de taux actuariel parce qu'on se rend bien compte aussi qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements erratiques sur les marchés financiers et qu'il y a beaucoup de taux actuariels, on voit que le marché obligataire du secteur privé a beaucoup de résistance et on y reviendra tout à l'heure pour vous donner quelques drivers autour de tout ça. Dans cette slide ne figure pas tout ce qui est aussi une activité importante chez Sony depuis maintenant de nombreuses années, c'est-à-dire des mandats de gestion et des fonds dédiés, à la fois pour des clients particuliers ou pour des gestions de trésorerie d'entreprise. Alors, ce qui est à noter sur l'ensemble de ces mandats et de ces fonds dédiés, c'est que 100% de ces mandats et de ces fonds ont eu des performances positives sur l'année 2020. Donc, ça veut dire que globalement, quand on regarde l'ensemble de notre univers de gestion obligataire, toutes les performances ont été positives, à part le fonds Opportunité 2024 qui avait été lancé en fin 2019. Donc, globalement, c'est plutôt, on va dire, positif. Alors, sans bomber le torse et sans dire qu'on est des champions, en tout cas, on est assez content de la manière dont tout cela a réagi. Et l'intérêt aussi, c'est de savoir comment ça a réagi au cours de l'année. Et cette année, finalement, elle se matérialise par globalement 2 phases. Une première phase, on va le voir sur le graphe d'après, où finalement il y a cette pente, alors même si les remontées mécaniques sont encore fermées à la montagne, on s'aperçoit que finalement on a réussi à une remontée qui était plutôt spectaculaire, mais qui est, on va dire, aussi spectaculaire que la baisse qu'on a vécue en mars-avril. Donc on ne va pas revenir une énième fois sur les raisons de la baisse en mars-avril, on ne va pas vous reparler pendant une demi-heure du Covid et de ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant dans ce graphe-là, et on va voir les chiffres qui vont avec, c'est que la remontée en termes de performance a été assez incroyable. Jacques, si tu peux appuyer sur le bouton pour me donner les chiffres, ce sera parfait. Voilà, on voit que l'autre d'après. Encore. Voilà. Merci.
Donc voilà, on voit que la remontée a été très spectaculaire. Elle est évidemment à mettre en comparaison avec ce qui s'est passé en termes de baisse. Ce que je veux illustrer avec ce graphe surtout, c'est que quand on parle de gestion obligataire, on parle de résistance, on s'aperçoit que cette baisse, elle a été faite essentiellement à cause de la liquidité. On s'aperçoit que dans nos portefeuilles, il n'y a pas eu de défaut. Donc, c'est un élément qui est totalement structurant. Parce que quand on parle de gestion obligataire, le premier risque, quand on fait de la gestion obligataire corporelle, c'est qu'effectivement, un émetteur ne rembourse pas sa dette. Donc, de ne pas avoir eu de défaut, ça veut dire que la sélectivité qui était mise en place a été plutôt bonne. La remontada qu'on a vécue, elle a été très violente, mais eu égard à ce qui s'est passé en termes de baisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, et c'est ce qu'on a dit à chaque fois, d'ailleurs, depuis qu'on a créé Sony avec Jacques, quand dans un portefeuille obligataire comme les nôtres, vous avez plus de 10% de taux actuariel, ce qui a été le cas évidemment quand les marchés se sont écroulés, dans l'histoire, il n'est jamais arrivé que sur une année, vous perdiez de l'argent. Voilà. Et donc, c'est évidemment toujours compliqué à ce moment-là, quand ça baisse très fort, de se dire est-ce qu'il faut y aller, il y a toujours un petit côté anxiogène. En revanche, on s'aperçoit que versus les marchés actions, quand on est sur du marché obligataire du secteur privé, on s'aperçoit que dès qu'il y a beaucoup de taux actuariels, c'est une protection qui est très forte et qui permet d'envisager de façon entre guillemets assez sereine l'évolution du marché et la recovery qui est faite sur une période très courte sur des baisses qui ont été relativement importantes. Donc, je voulais vraiment illustrer ce point-là et insister là-dessus parce que à chaque fois qu'il y a eu des baisses importantes sur les marchés obligataires et sur nos fonds, on s'aperçoit que la remontée a toujours été relativement spectaculaire, mais surtout assez prévisible. À partir du moment où on n'a pas eu de défaut à l'intérieur des portefeuilles, finalement, la baisse de la valeur liquidative est liée à la baisse du cours des obligues. Mais voilà, la force d'une obligation, c'est que ça reste un contrat avec une durée et un taux. Et donc, en termes de visibilité, c'est un actif qui nous permet d'en avoir beaucoup. Dans un univers où on ne voit pas grand-chose d'un point de vue macro, c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'investissement en portefeuille. Donc, voilà pour la première partie, globalement un peu chiffrée de ce que je voulais vous annoncer. Maintenant, on va rentrer dans le détail avec Jacques sur finalement comment tout ça s'est matérialisé et surtout d'essayer le plus possible de vous apporter de la visibilité sur un terme un peu plus long de qu'est-ce qui pourrait se passer en 2021, comment on voit les choses et dans quel état d'esprit on se trouve à aujourd'hui. Jacques, à toi. Oui, donc bonjour. Alors, je fais un tableau pour résumer ce qu'on a fait comme, même si on fait du buy and hold, la politique que l'on a menée pendant tout le mois de mars et au mois d'octobre. On a refait un screening des portefeuilles pour voir un petit peu les titres qui pouvaient résister. Ça veut dire qu'on a fait des simulations de cash flow sur des hypothèses de croissance très faibles. Donc, on s'est mis dans le scénario du pire pour voir si effectivement il n'y aurait pas de faillite. Dans ce screening, en fait, on a vendu 2 titres qui d'ailleurs on a bien fait puisqu'ils ont déposé derrière, enfin ils ont restructuré derrière. Mais en fait, la quasi-totalité du portefeuille a été maintenue puisque en fait ces titres étaient solides à la base. Par contre, ce que l'on a fait, on le verra tout à l'heure également pour 2021, on a augmenté la granularité du portefeuille parce que à partir du moment où vous avez une visibilité économique qui est très faible due au fait que le virus mute et que très régulièrement on repousse la durée de déconfinement, on a préféré augmenter cette granularité parce que quand les taux sont relativement bas, il est évident qu'un défaut pèse beaucoup plus. Donc, par souci de sécurité, on le verra tout à l'heure sur le nombre de lignes, on a augmenté ce nombre de lignes. Ensuite, on a ajusté la stratégie, c'est-à-dire que on a constitué, on le verra tout à l'heure, des poches, une poche défensive, une poche hybride corporate et une poche portable. Et à l'intérieur de ces poches, on a un petit peu bougé les choses. Par contre, ce que l'on n'a pas fait, quand on dit réduire la voiture et céder au pessimisme ambiant, c'est-à-dire que très souvent, alors heureusement ou malheureusement, je commence à avoir pas mal de bouteilles. Et si vous voulez, le risque dans ces marchés-là, c'est qu'à un moment, ce n'est plus la tête qui parle, mais les tripes. Et ça, quand les tripes prennent le dessus sur la tête, ça part mal. Donc, on a essayé de garder la tête froide et surtout de regarder non pas une approche structurelle, puisqu'à un moment, tout le monde disait il ne faut pas de tourisme, il ne faut pas de compagnie aérienne, il ne faut pas de… Et en fait, on s'est aperçu, on le verra tout à l'heure, qu'on avait de l'aérien, on avait du Air France qui a été remboursé, on avait des obligations Radisson, l'émetteur les a remboursées avant son terme. Donc, il faut raisonner par type
par dossier et pas forcément sectoriel. Parce que même dans les secteurs attaqués, eh bien, il y a des obliques qui se sont très, très bien comportés. Voilà. Ça, c'était pour un rapide panorama de ce que l'on a fait l'an dernier. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est pour 2021, quelles sont les perspectives? Alors, il y a des forces de soutien qui sont là et qui vont durer. On en avait parlé la dernière fois. Les banques centrales, on le redit parce que c'est un soutien massif. 3 choses sur les banques centrales. Les achats d'actifs jusqu'à fin 2022 pour la BCE, fin 2023 pour la Fed. Les achats d'actifs, c'est environ 100 milliards d'achats mensuels sur le marché obligataire. Donc, il est évident que quand vous avez un acheteur de cette taille, les cours sont tenus. Deuxième chose, les taux directeurs vont rester très bas encore très longtemps. Et Philippe Lane, l'économiste de la BCE, nous a dit une chose, il nous a dit « Nous ne remonterons pas les taux d'intérêt tant que nous serons dans une politique d'achat d'actifs comme ils le font. » Donc, ça veut dire concrètement que encore pendant 2-3 ans, on devrait avoir des taux très bas. Ce qui ne veut pas dire que derrière, ça va remonter. Ça veut dire qu'au moins pendant 2-3 ans, on aura des taux très bas. Ensuite, ça a été confirmé aux États-Unis, il y a une politique de yield curve control, c'est un mot très compliqué pour une chose très simple. En fait, la Banque centrale américaine ne tolérera pas que les taux d'intérêt remontent au-dessus d'un certain niveau, sinon ça va mettre en danger l'économie. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, les taux d'intérêt des emprunts d'État sont complètement sous contrôle des banques centrales. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important et qui va durer, un élément structurel. Si tu peux me permettre, Jacques, juste te donner un exemple pour quand on parle de programme d'achat d'actifs, pour vous donner un exemple concret. Globalement, quand un émetteur aujourd'hui, Investment Grade, arrive sur le marché avec une souche d'1 milliard d'euros, la Banque centrale européenne, elle en achète tout de suite entre 30 et 40% de la souche. C'est-à-dire que tout de suite, la Banque centrale européenne détient entre 300 à 400 millions d'euros de la souche obligataire émise par un émetteur Investment Grade aujourd'hui. C'est ça concrètement quand on parle de programme d'achat de la Banque centrale européenne. Dans la réalité, ça veut dire qu'elle achète véritablement les titres qui sont émis par les entreprises du secteur privé qui sont notées Investment Grade. Et il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, la BCE détient en moyenne 35% de la dette des pays européens, dont 43% de la dette allemande et 41% de la dette italienne. Donc, on voit que maintenant, la dette d'État est complètement dans les mains des banques centrales. Deuxième chose très importante pour nous, l'inflation ou la déflation. Alors, quand on regarde ce qui se passe en Europe, et je précise bien en Europe parce qu'aux États-Unis, les taux longs remontent un petit peu, mais de 20 centimes, mais en tout cas, en Europe, qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'inflation est négative à moins 0,3 et encore le chiffre de décembre a été publié avant-hier et il est également négatif à moins 0,3. Le corps inflation, c'est-à-dire l'inflation sans les matières premières, sans l'alimentaire, est proche de 0, il est à 0,2. Et quand on prend les prix à la production, donc les prix industriels, ils sont négatifs pour le 16e mois consécutif, c'est-à-dire avant Covid. Et là, la baisse n'est pas de moins 0 quelque chose, on se balade à moins 2%. Donc on voit qu'en Europe, on a des forces déflationnistes qui sont très fortes. Maintenant, il est probable qu'avec la fin du Covid, alors est-ce que ce sera fin juin, fin juillet, donc ça je laisse les experts en parler, mais il est très probable que petit à petit l'inflation va se normaliser. Inflation qui se normalise ne veut pas dire une inflation structurelle. Il est probable que l'on retourne vers des taux aux alentours de 1 en fin d'année. Et pour vous donner un ordre d'idée, Madame Lagarde nous a dit, grosso modo, l'inflation devrait être à 1,4 en 2022. Donc, pas de souci inflationniste à ce stade. Donc, quand on a un acheteur potentiel, un acheteur qui est là en permanence et pas de force inflationniste en face de nous, ça veut dire qu'on a une structure qui est favorable à l'obligataire. Deuxième facteur très puissant technique, et nous on le voit au quotidien tous les jours,
c'est, Christophe en parlait aussi, mais les émissions primaires, c'est-à-dire que quand des sociétés viennent se refinancer sur le marché, non seulement la Banque centrale achète pour tout ce qui est emprunt d'État ou investment grade, mais également, on le voit sur les sociétés qui sont notées simple B, donc du high yield assez leveragé, assez endetté, eh bien, ces émissions sont sursouscrites souvent 2, 3, 4, 5 fois. C'est-à-dire que quand un émetteur arrive avec 500 millions, il y a pour 2,5 milliards à 3 milliards de demandes. Donc, on voit aujourd'hui dans le marché toujours beaucoup de capitaux qui ne sont pas encore investis. Et dans cet environnement où la visibilité est faible, il y a une masse de capitaux importante qui veut se placer en obligataire sur du défensif. Et donc ça paraît anodin, mais au quotidien, on voit bien que les flux acheteurs sont toujours là. Deuxième chose, c'est que sur l'année 2021, nous pensons que de par le fait que le vaccin soit maintenant en route et que les vaccinations sont en route, qu'il y a un acheteur final, qu'il y a beaucoup de demandes, on pense que les spreads de crédit, c'est-à-dire les primes de risque de crédit, devraient continuer à se resserrer. Alors, en aucun cas, on aura des hausses comme on a connu en 2020, mais grosso modo, les primes de risque devraient se resserrer de 30 à 50 centimes, ce qui veut dire que sur un portefeuille d'une durée de vie de 3 ans, il n'est pas exclu d'avoir des hors coupons courus, des gains en capital, sur le capital de l'ordre de 1 à 1,5 point. En tout cas, c'est notre scénario. Cette hausse, pour nous, devrait se faire de manière linéaire, c'est beaucoup dire, mais par petits bouts, c'est-à-dire pas forcément de grandes accélérations comme on a connu, mais au fil de l'eau, tout simplement parce qu'il y a une recherche massive de placement en obligataire. Donc pour nous, le scénario de l'année, c'est le coupon couru plus un gain en capital sur des obligats 3 ans. Ça devrait faire 1 point, 1,5 point en plus. Maintenant, la question qui se pose pour tout émetteur, pour tout souscripteur obligataire, c'est les taux de défaut, où on en est. Alors, même ce matin, dans les Échos, il y avait un article sur les taux de défaut à venir et sur les faillites des sociétés, puisque bien entendu, une fois que les perfusions des États seront moins là, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'angoisse de tous. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre les petites sociétés, c'est-à-dire les sociétés individuelles, le cafetier, le restaurateur. Là, ces sociétés qui étaient très, très fragiles, il va probablement y avoir des vagues de défauts assez importantes. Maintenant, sur les sociétés plus grosses qui sont cotées, qui ont des emprunts cotés, la robustesse est plus importante, d'autant que je vous rappelle, ce qu'on mettait dans le slide avant, nous avons fait un screen 2 fois de suite très, très approfondi sur ces sociétés. Et donc, pour nous, les sociétés qui restent en portefeuille devraient, même dans des conditions dégradées, ne pas avoir de restructuration. Et on le voit dans les taux de défaut que donne, vous savez que Moody's fait aujourd'hui, Moody's et Standard & Poor's font des simulations, et vous voyez que même dans le scénario pessimiste, qui pour l'instant ne se matérialise pas, on n'est pas dans une explosion des dettes. Pour nous, le scénario central, si vous regardez, c'est-à-dire la flèche verte, est le scénario le plus probable, c'est-à-dire que les taux de défaut ne devraient pas augmenter significativement. Je parle bien évidemment des sociétés que l'on a en portefeuille, des sociétés à taille moyenne, voire importante. Par contre, oui, je suis assez pessimiste sur tout ce qui est cafetier, restaurateur et autres, toutes ces petites sociétés. Alors, il y aura des points d'attention cette année. Premier point, évidemment, je ne reviens pas dessus, c'est la 3e vague, les retards de vaccination. Ça, c'est malheureusement, c'est un domaine de spécialistes, même les médecins entre eux sont pas d'accord. Donc, on va essayer de s'adapter. Ensuite, ce qui nous concerne, l'inflation. Alors, je viens de vous dire qu'il n'y a pas trop d'inflation. Pourquoi est-ce qu'on a un slide sur l'inflation?
Parce que aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les États-Unis ont décidé fin décembre d'injecter 900 milliards de dollars. Et là, vous avez vu qu'en Géorgie, Biden, qui avait été élu, va avoir la majorité. Et donc, cette majorité, dans son plan, c'est d'émettre 3 000 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2024, c'est-à-dire l'équivalent de 10% de PIB. Alors, pourquoi est-ce qu'on est vigilant? Parce que certes, c'est aux États-Unis et les taux ont déjà remonté aux États-Unis. Le 10 ans américain a pris 20 centimes. Par contre, en Europe, nous, on est sur du 5 ans. Les taux à 5 ans n'ont pas bougé d'1 centime. Mais pourquoi est-ce qu'on est vigilant? Parce qu'on voit bien que les gouvernements ont aujourd'hui tendance à dire, voilà, on ne se préoccupe plus de la dette et on va nous aussi injecter. Donc, il est évident que si demain, l'Europe mettait 3 000 milliards et l'an prochain nous remettait 3 000 milliards, il faudra faire attention à ce qu'à un moment, toutes ces injections de liquidités ne viennent pas perturber, c'est-à-dire que la déflation structurelle que l'on a depuis quelques années ne soit pas battue en brèche par une inflation conjoncturelle venant des politiques, par des décisions politiques qui viendraient mettre à mal ce scénario. Donc, on met l'inflation, non pas naturellement, mais parce que des décisions politiques pourraient venir perturber ce scénario. Même si aujourd'hui, je maintiens le fait que l'inflation, il n'y en a pas. Deuxième chose, l'accélération des défauts. L'accélération des défauts parce qu'on a des scénarios économiques avec des boîtes qui petit à petit vont réinvestir, avec les vaccins, une consommation qui va repartir. Il faut voir si ce scénario va toujours être en place en fin d'année et donc regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, même avec nos hypothèses. Troisième risque, le risque idiosyncratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une société qui est mal gérée ou qui ait perdu un ou deux gros clients ou qui a eu des problèmes. On n'est pas à l'abri de ça. Vous avez vu cette année, enfin l'année dernière, que même un triple B, une grosse société allemande, a fait faillite. Et c'est pour contrer ce risque idiosyncratique, c'est-à-dire d'une boîte en particulier qui partirait, j'allais dire en vrille pour des raisons très spécifiques. C'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de lignes et la granularité. D'où l'importance du choix des dossiers en portefeuille. On le redit, mais aujourd'hui, plus que jamais, ce choix va déterminer la rentabilité du portefeuille. Donc, point d'attention, l'inflation qui ne viendrait pas du moteur, mais qui viendrait de décisions politiques. Accélération des taux de défaut si jamais les hypothèses de croissance, de reprise telles qu'on les envisage pour 2021 ne se passaient pas. Est-ce que les particuliers ne vont pas, comme l'an dernier, mettre tout l'argent qu'on leur a donné de côté et ne pas investir, les boîtes avoir le même réflexe? Donc, il faut voir comment ça va se passer de ce point de vue-là. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'une boîte en particulier cède. Voilà. Donc, l'importance des choix de dossiers. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont nos conclusions pour l'année? La première, c'est que la visibilité va rester faible. C'est le corollaire de ce que je vous dis. Normalement, il devrait y avoir une reprise. Maintenant, plus on avance, plus les économistes nous disent la reprise, oui, mais peut-être pas de l'ampleur qu'on pensait. Donc, toujours un manque de visibilité sur l'économie. Deuxième chose, soutien des politiques monétaires et des politiques budgétaires, ça, c'est acquis. Ils nous l'ont dit et on le voit tous les jours. Le corollaire de ça également, c'est que le monde entier aujourd'hui est conscient de ces incertitudes et il y a de plus en plus de capitaux qui cherchent à se placer entre guillemets sur de la sécurité, donc trouver des taux positifs. Je lisais récemment que un tiers des emprunts aujourd'hui émis étaient à taux négatif. Donc, tout emprunt qui donne un taux positif lorsqu'une société est considérée comme sûre, c'est-à-dire ne faisant pas faillite, il y a une chasse dans le monde entier au taux positif sur de la sécurité. Vu l'environnement économique, je pense que cette chasse va continuer dans l'année. C'est pour ça que nous sommes relativement positifs
sur le crédit. Et les forces de rappel pour le marché du crédit, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire des facteurs techniques de soutien du marché. Et ces facteurs techniques vont durer. C'est pour ça que si on veut être synthétique, nous, on pense que le marché obligataire pour les 12 prochains mois, devrait être positif. Il y aura des phases de volatilité comme classiquement sur les marchés. Pour nous, rien à voir avec ce qu'on a connu en 2020. Pourquoi ? Parce que les stabilisateurs que sont les banques centrales et les États avec les injonctions de liquidité sont là. Après, on pourra avoir un peu de volatilité et d'ailleurs, on la souhaite, ce qui nous permet de recharger en taux. Mais globalement, si on voulait, puisque vous êtes en demande de vision pour l'année qui vient, globalement, on devrait faire le coupon couru plus probablement un petit peu de gain en capital par le resserrement des spreads. Voilà notre feuille de route pour les 12 prochains mois, pour l'année 2012. Alors, ce qui est intéressant, avant de rentrer dans la stratégie des fonds, ce qui est intéressant, c'est que le discours que tenait Jacques sur le marché obligataire, c'est un discours qu'on a tenu sur nos webinaires précédents. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre de l'année dernière, tous les éléments qu'on vient de vous reciter, c'est-à-dire les politiques monétaires en soutien, la recherche de taux positifs, les forces de rappel très importantes sur les marchés du crédit, c'est des éléments qu'on avait déjà donnés en septembre de cette année. Et donc, on est dans la continuité de tout cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision court-termiste, c'est des choses qu'on vous avait déjà dites et qui se matérialisent à aujourd'hui, à la fois sur les chiffres qu'on a vécus en termes de performance depuis septembre et qui se matérialisent aussi depuis le début de l'année. Et cet horizon-là, il apparaît quand même relativement dégagé. Et pour une raison majeure quand même, on l'a dit une fois, on va le dire 100 fois, c'est que ces politiques monétaires de soutien n'ont jamais été aussi importantes. Et c'est un atout formidable pour les marchés obligataires parce que ces politiques de soutien viennent soutenir en premier lieu le marché de la dette, les marchés de la dette. Et donc, c'est totalement positif pour des gestions obligataires comme les nôtres. Voilà ce que je voulais rajouter. Voilà. Alors maintenant, concrètement, sur Eurostratégique, quelle stratégie nous privilégions ? Alors, en gros, dans Eurostratégique, les titres que l'on a en portefeuille sont divisés en 3 catégories. On a du haut rendement pour du portage, on a des hybrides corporate, je vais redétailler, qui sont des emprunts, je vous rappelle, qui ont été émis par des maisons mères triple B, mais ces emprunts sont double B, tout simplement parce qu'en cas de faillite, ils passent avant les actions, mais après les obligations. Ce sont des titres très liquides. Et ensuite, des titres de qualité, j'allais dire triple B à 5 ans. Pourquoi est-ce qu'on met des titres comme ça, même s'ils ne rapportent pas des taux qui font rêver? Tout simplement parce qu'ils sont achetés en permanence par les banques centrales et donc ils se valorisent, je ne vais pas dire au quotidien, mais ils se valorisent de manière extrêmement régulière. Donc, dans ces 3 catégories, aujourd'hui, le haut rendement du portage représente en gros 36-37% du portefeuille. C'est ce qui est constitué par des signatures double B, simple B, sur effectivement des sociétés que l'on aime bien, qui ont résisté à la crise, donc qui pour nous vont continuer à délivrer. Mais ces titres-là ont tendance à être volatiles. Vous l'avez vu pendant la crise. Donc aujourd'hui, ils représentent 36% du portefeuille. Les hybrides corporate, qui représentent 44% du portefeuille, ce sont des titres qui rapportent en moyenne 1,50, 1,60, mais ils ont la particularité d'être très liquides et de se valoriser très vite. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, nos fonds, pour ceux qui suivent au quotidien, on est entre plus 0,30 et plus 0,40 de performance. Une grosse partie de cette performance est expliquée par ce type de titre. Voilà. Le problème sur ces titres-là, ce n'est pas du tout le risque de faillite, parce qu'avec des maisons mères triple B, on en est très très loin. Simplement, ce sont des titres qui, quand les marchés sont porteurs, vont bien, et derrière, sont un peu plus volatiles que des titres, on va le voir tout à l'heure, ce que j'appelle de qualité, c'est-à-dire là où les maisons mères sont triple B, donc grosso modo, c'est le reliquat, c'est en gros 20-25%, et donc, on les achète parce que la BCE est là pendant encore, on l'a vu pendant encore plusieurs mois, va continuer à acheter ces titres au quotidien, donc mécaniquement, ils vont se valoriser. Alors, dans Eurostratégique, ce que nous allons faire au fil de l'eau,
plus les spreads, notre scénario, c'est que les primes de risque vont petit à petit continuer à se contracter. Et donc, le but, c'est de dire, voilà, nos hybrides corporate, qui sont, si j'ose dire, des Formule 1 de la perf, pour de l'obligataire, petit à petit, on va les passer vers des titres de qualité, c'est-à-dire notre poche défensive, qui seront sur des obligations un petit peu plus longues, mais qui sont beaucoup moins volatiles et sur lesquelles on aura notre volant de sécurité puisque la BCE était là. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, bon ben voilà, les hybrides corporate, on va les vendre et on va prendre du monétaire. Aujourd'hui, le monétaire, il rapporte entre guillemets moins 0,50 à moins 0,70. Là, aujourd'hui, notre monétaire, c'est quoi? Ce sont ces titres. On vous a mis des logos en dessous, donc des sociétés extrêmement solides, mais simplement, même si ce sont des obligas à 4-5 ans, on pense qu'elles vont bien se tenir parce qu'on a l'acheteur final en face. Donc, vous voyez le mécanisme, c'est du buy and hold, on va continuer le buy and hold, mais dans un but de réduire un peu la volatilité du portefeuille. Plus les spreads vont se réduire, comme on l'anticipe, et petit à petit, notre poche corporate hybride va diminuer, et c'est notre poche défensive qui va augmenter. En attendant un à-coup sur les spreads, et à ce moment-là, on refera probablement le chemin inverse. Donc, une gestion dynamique. Le portefeuille aujourd'hui, comme on vous l'avait dit, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, historiquement, on avait 70 lignes. Aujourd'hui, on est monté à 107 lignes. Tout simplement pour cette histoire de granularité, parce que quand les taux d'intérêt sont bas, vous mettez du temps pour faire de la perf, et par contre, si vous avez un défaut, il vous met votre perf de l'année en l'air. Donc, pour éviter ça, on est monté jusqu'à 107 lignes. Par contre, vous voyez que la répartition en termes de risque sur les défauts est quand même très faible, puisque en prenant le triple C, et encore sont des triple C qui sont pour nous sécuritaires, c'est-à-dire sont des sociétés endettées, mais qui développent énormément de cash flow. On parle de Verisure, on parle de sociétés comme ça, où il n'y a pas de risque. Mais si vous prenez purement en termes de rating, ce que j'aime pas trop parce qu'il faut regarder les dossiers en profondeur, mais quand vous prenez juste du rating, vous voyez qu'entre le triple B et le single A, on a 50% du portefeuille sur les maisons mères et 22% de double B. Donc, notre exposition, pour ceux qui craignent les faillites, vous voyez qu'elle est très très faible, 22. Deuxième chose à noter, vous voyez qu'on a quand même une dizaine de lignes qui représentent 25% du portefeuille. Là, on vous a mis les noms, ce sont des hybrides corporate, Arkema, Gaz Natural, Bertelsmann, Unibail, La Poste, enfin Suez Environnement, Vodafone. Vous voyez qu'on est sur des mastodontes. Ce qui veut dire que les 10 premières lignes représentent 25% et on a 107 lignes. Vous voyez donc la granularité sur le reste, notamment sur les simples B. C'est pour ça que même si demain, si vous avez peur des faillites, vu la structuration du portefeuille aujourd'hui d'Eurostrat, ben, je ne suis pas sûr que même si on devait avoir une faillite qu'on n'a pas prévue, ça nous fasse très mal. Voilà. Donc, vous voyez bien le portefeuille, on essaye de mettre de plus en plus de sécurité, c'est-à-dire en bougeant un petit peu des poches. Ce n'est pas un fonds spéculatif, mais bouger les poches pour s'adapter un peu à la volatilité que l'on a. Et deuxièmement, on a renforcé cette granularité parce que même s'il y a une faillite, on sera, je ne vais pas dire immunisé, mais ça ne mettra pas le portefeuille par terre. Donc, voilà ce que j'avais en essayant de garder le cap d'une demi-heure en étant synthétique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Eurostratégique. Donc, nous, globalement, on est constructif pour cette année, par le rendement, par la compression des spreads, par les deux poches qui vont bouger chez nous, que je vous ai expliqué. Donc, on continue, c'est du buy and hold, mais un peu plus pragmatique que pour s'adapter à la conjoncture que l'on vit aujourd'hui. Par contre, on respecte nos fondamentaux, c'est-à-dire pas de spéculation, granularité, essayer d'éviter les faillites. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Eurostratégique. Pour la conclusion, je vais laisser Christophe vous en dire deux mots. Ok, super. Alors, moi, je vois Jacques tous les jours, donc voilà, c'était super clair, Jacques.
Merci. Je n'avais pas de doute là-dessus sur la clarté de l'explication, mais en tout cas, ça permet d'apporter de nouveau beaucoup de visibilité. Je disais un peu tout à l'heure, on est toujours dans la même mouvance en termes d'état d'esprit que l'on était depuis le mois de septembre. Pour ceux qui nous connaissent bien, c'est vrai qu'on est naturellement plutôt très prudent de nature. Quand Jacques dit qu'il est optimiste, généralement, ça peut paraître suspect. Là, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas depuis un certain temps. Et tout ça, en fait, est étayé. C'est pour ça qu'on a voulu vous donner quand même beaucoup de chiffres et beaucoup d'éléments. C'est étayé par des éléments qui sont totalement factuels. C'est-à-dire que c'est pas est-ce qu'on est positif, est-ce qu'on est optimiste, est-ce que la pièce va tomber sur le rouge ou sur le noir. C'est pas du tout cet état d'esprit dans lequel on est. C'est qu'on est ultra constructif par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on a en magasin, par rapport à ce qu'on voit sur nos écrans, par rapport à ce qu'on voit des banques centrales. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans un niveau de confiance qui est très bon aujourd'hui. Et n'oublions pas aussi que notre environnement concurrentiel, alors le nôtre et le vôtre, ça reste notre ami le fonds en euros. Alors, les premières PB vont être annoncées. On peut imaginer d'avoir un univers de rendement qui va se balader autour de 1%. Globalement, le compétiteur du fonds en euros, ça reste Sony Euro Stratégique. Hein, c'est comme ça qu'on a construit l'histoire. Pour ceux qui auraient oublié, Jacques, il a géré un fonds en euros pendant plus de 20 ans. Donc, il a un lourd passé d'assureur. Et c'est vrai que les contraintes qu'on expliquait sur les emprunts d'État, sur la problématique d'avoir du 5 ans français qui rémunère moins 0,65 et identique pour du 5 ans, voire du 10 ans allemand, ça génère des problématiques majeures pour les assureurs. Et donc, ce compétiteur historique va continuer d'avoir des difficultés. C'est-à-dire que le rendement moyen de l'année prochaine devrait être autour de 1, mais on voit bien que le trend de rendement de ces fonds en euros va continuer de baisser, eu égard à tout ce qu'on est en train de se dire. Et tous les supports BCE avec tous ces achats de titres jusque 2022 fait que l'univers du fonds en euros est en train de se tarir radicalement, et donc trouver des solutions, c'est pas forcément évident. Voilà. Alors après, cette confiance, elle est forte parce qu'il y a des éléments autour de nous qui sont très puissants. Les facteurs dont on a parlé, qui soient à la fois techniques, qui soient à la fois en termes de flux, ils sont ultra puissants et vont dans le sens de ce marché obligataire. Et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, c'est vrai que, et on l'a dit tout le temps, je pense qu'il faut bien scinder les deux, Jacques l'a bien expliqué, mais je réinsiste là-dessus, et je pense que c'est important pour les clients finaux. Il y a quand même deux mondes dans les obligues. Il y a le monde de la dette d'État, la dette souveraine, et il y a le monde de la dette privée. Et aujourd'hui, ce monde de la dette privée, quand on est des spécialistes comme nous, hein, alors, vous voyez souvent Jacques, mais derrière, il y a une équipe. Hein, il y a Kevin Gamero qui est un super garçon qui nous a fait un bon travail un super bon travail depuis qu'il est arrivé. Enfin, il y a tout un tas de process derrière qui sont mis en place qui nous permettent d'avoir quand même une visibilité qui est, alors je vais pas dire optimum, mais on est rarement très optimiste chez Sony. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment détendu. On le dit depuis le mois de septembre, on le disait même au mois de juin. Alors, c'est sûr qu'au soir du 24 mars, on était un peu moins détendu. Mais très rapidement, on s'est retrouvé dans un univers où on avait quand même une visibilité qui était importante. Et je crois que la difficulté du moment, c'est cette problématique de visibilité. Et je pense qu'il y a une prime véritable, aux choses simples. Et vous l'avez compris, hein, ce qu'on fait chez Sony, ce qu'on fait dans Eurostratégique, ce qu'on fait dans Eurostratégique Plus, c'est ultra lisible, c'est ultra simple, on n'a rien inventé. Et je pense que cette prime à la simplicité, elle est essentielle pour des clients dans les années à venir, parce que autour de nous, l'environnement, il est évidemment très complexe et surtout, il est très confusant. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile de comprendre les différences majeures qu'on a aujourd'hui entre de la micro et de la macro. Et notre débat aujourd'hui chez Sony, c'est pas de se dire est-ce qu'on est optimiste, est-ce qu'on est pessimiste, est-ce qu'on y voit clair, est-ce qu'on n'y voit pas clair. C'est comment on essaye de générer de la performance dans un univers qui est le nôtre aujourd'hui et comment on vit dans un univers qui est assez complexe, mais sur lequel finalement, nous, on a des drivers techniques qui sont quand même très puissants, qui nous permettent d'avoir une très bonne visibilité. C'est ça l'ensemble de ce qu'on fait depuis toujours. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assez confortable par rapport à ça. Donc voilà comment je voulais conclure. Évidemment, on va maintenant répondre aux nombreuses questions qui ont été posées et vous apporter un peu d'illustrations complémentaires. Évidemment, si vous avez d'autres questions par ailleurs, Blaise et moi, on est totalement à votre disposition pour vous en parler au téléphone et discuter avec vous. Alors voilà, donc j'ai essayé de synthétiser l'ensemble des questions. On a plusieurs questions d'ailleurs sur la partie dette bancaire. On n'a pas parlé dette des secteurs financiers. Est-ce que tu me donnais un peu ton avis? Et voilà, c'est un avis qui est assez tranché chez nous, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces dettes du secteur financier? Effectivement, on n'en a pas en portefeuille pour des raisons, j'allais dire, historiques. Les bilans des banques sont de plus en plus difficiles à lire et surtout, les banques portent, grosso modo, même si l'État en garantit une grosse partie,
On parlait tout à l'heure des cafetiers, des artisans, enfin des gens qui souffrent plus de cette crise. Et ce sont les banques qui tiennent, qui donnent ces prêts. Donc la visibilité sur les banques, même si elles ont au cours des années passées augmenté leurs fonds propres et leur structure bilancielle, je trouve que dans la situation actuelle, avec l'incertitude qu'il y a et surtout des risques de faillite de petits, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, or le risque petit, ce sont les banques qui les portent. Donc, je suis pas, disons que c'est pas, il faut être très, très, très sélectif sur les banques et c'est pas notre axe aujourd'hui de placement. Voilà. Alors ensuite, on a une autre question auquel je vais pouvoir répondre, parce que c'est une question simple. Alors moi, je fais les questions simples, Jacques, et je te laisse les questions complexes. On nous pose une question sur la part du marché européen dans nos fonds versus la Chine, l'émergent ou les US. Alors, nous, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, nous, 100% des obliques qui sont en portefeuille chez nous sont des obliques qui sont émises en euros. Alors, ça ne signifie pas que ce ne sont que des boîtes européennes, parce qu'il y a certaines boîtes américaines ou de pays émergents qui émettent en euros également, mais nous, dans nos fonds, on n'a aucun produit dérivé, aucun produit effet de levier, aucun risque de change, donc 100% de l'actif est sur des obligations qui sont émises en euros. Voilà. Jacques, est-ce que peut-être tu peux nous donner un chiffre sur le pourcentage des boîtes qui émettent en euros et qui sont pas en zone euro dans les portefeuilles? Oh, de tête comme ça, alors ouais, non, il faut que j'aime pas donner des chiffres. Je vais regarder en détail, mais on doit être aux alentours non européennes, on doit être aux alentours entre 10 et 15%. Ok, parfait. Ensuite, on a d'autres jeux de questions sur fonds datés. Alors, à la fois un point sur le résultat des fonds datés qu'on a lancés historiquement, c'est-à-dire que Opportunité 2024 et les deux fonds 2022 qu'on a lancés en début d'année dernière. On pose aussi une question sur est-ce qu'on va lancer de nouveaux fonds datés en 2021. Alors, moi, je vais répondre sur la question est-ce qu'on va lancer des fonds datés 2021. Jacques, je te laisse refaire un petit point sur au 24 et au 22, au 22+. Alors, c'est un sujet en réflexion, un fonds daté pour 2021. On est en train de se creuser la tête avec Jacques, avec Kevin, Blaise et moi pour essayer de trouver un angle pour un fonds daté qui soit un angle un peu différent de ce que fait tout le monde. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs quand on a lancé nos deux fonds en début d'année, Sony Opportunité 2022 et Sony Opportunité 2022+. On était les premiers à lancer deux fonds datés en même temps avec la même date d'échéance. Donc c'est un sujet sur lequel on est plutôt pertinent. On a réouvert le fonds 2024 en fin d'année dernière en profitant de l'écartement de spread. Voilà. Donc l'idée c'est que on va essayer de trouver quelque chose qui soit un peu différenciant parce que c'est pour faire la même chose que tout le monde globalement. Voilà. Vous n'avez pas d'intérêt à venir chez nous. Et ces réflexions, elles sont très actives en ce moment et je pense que à l'horizon, fin février, on aura une réponse assez claire sur un nouveau fonds daté ou des nouveaux fonds datés qu'on pourrait lancer au horizon premier trimestre 2021. Mais sachez que c'est une réflexion qui est très présente et l'idée, c'est d'aller chercher du rendement avec peut-être un niveau de frais de gestion un peu différent. Enfin voilà, il y a tout un tas de réflexions qui sont menées autour de tout ça et donc on y reviendra au moment venu. Jacques, 2022, 2022+, des bonnes perfs l'année dernière. Est-ce qu'on peut en attendre? Et puis pareil pour 2024. Il est évident que les 2022, ça veut dire concrètement que la durée de vie moyenne est maximum de 2 ans. Donc, ce sont des obliques qui maintenant vont se valoriser, mais de manière plus lente, tout simplement parce que des obliques à 2 ans ce sont pas des Formule 1. Maintenant, sur ce que l'on a en portefeuille, y compris pour le 2024, pour l'instant, on n'a pas eu de casse. Donc, j'allais dire, les choses se déroulent à peu près normalement. Le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir sur le 2022, c'est que on aura peut-être quelques emprunts qui seront remboursés avant terme, qui seront collés par l'émetteur. Ça, on peut pas encore le prévoir, mais je pense que la tendance risque de se dessiner un peu et se posera la question éventuellement du réinvestissement au cas où. Ensuite, sur le 2024, il y a encore beaucoup de gaz dedans, si j'ose dire. Et comme ce fonds est constitué de conviction, de dossiers qu'on aimait bien avec des pondérations assez fortes, c'est-à-dire l'inverse d'un Eurostrat où il y a 107 lignes dedans, la valorisation de ce portefeuille sera peut-être moins linéaire
elle dépend, si vous voulez, vous aurez des phases d'accélération, on l'espère, de la valeur liquidative lors de la publication des résultats, parce que des grosses pondérations sur des dossiers simple B, très souvent, ces titres-là prennent 2, 3, 4, 5, 6% dans les, juste après les résultats, parce que, si vous voulez, les gens sont confortés. Donc, moi, j'ai pas de crainte sur ces fonds-là concernant les faillites. Je sais que lorsqu'on a, en fin d'année, on a eu beaucoup de questions sur 2024 concernant la structure du portefeuille, parce que c'est concentré, il y a beaucoup de simple B. Pour l'instant, on n'a pas de case, donc on va attendre les résultats qui vont être publiés courant février. Le high yield, c'est un petit peu décalé par rapport à l'investment grade. Mais j'allais dire que pour l'instant, les choses se passent normalement. Et je vous dis, en termes de performance, on risque d'avoir des phases d'accélération de perf juste après les résultats. Voilà. Ok, super. Encore une question, alors ça c'est moi qui vais répondre, une question sur ce que je disais en introduction sur mandat sur mesure et fonds dédiés. Alors c'est un exercice qu'on mène chez Sony sur des fonds dédiés et des mandats dédiés depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors 2020, je le disais tout à l'heure en introduction, donc merci pour la question, ça a été un très bon révélateur de ce qu'on pouvait faire en termes de gestion sur mesure. Là, on est sur du vrai sur mesure. Alors, pour ceux que ça intéresse, le plus simple, évidemment, c'est de me passer un coup de fil pour qu'on rentre un peu dans le détail et de vous illustrer plutôt par des exemples tout ce qu'on a déjà bien fait autour de ça. Alors, ça concerne différentes typologies de clients. Ça peut être, le dernier en date, c'est une grosse gestion de trésorerie d'entreprise sur une grosse boîte à Lyon. Ça peut être des clients particuliers de taille importante qui souhaitent avoir une gestion totalement sur mesure, où là, on va piloter avec vous, finalement, et avec eux, la durée de vie des obligations en portefeuille, le niveau de risque pris. Et donc, c'est vraiment une gestion et sur mesure en termes de choix de secteur, d'émetteurs et un travail donc très, très particulier. Ça se fait à partir de portefeuilles autour de 5 millions d'euros. Et l'autre avantage, évidemment, c'est que ça permet d'avoir un accès assez régulier à l'équipe de gestion. Quand on dit sur mesure, c'est du vrai sur mesure avec un reporting qui est aussi un vrai reporting sur mesure. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a fait aussi avec des groupements d'experts comptables. Donc, c'est tout un univers qui s'est beaucoup déployé chez nous l'année dernière, qui s'était beaucoup déployé également en 2019. Et l'année 2021 démarre assez bien parce qu'on a beaucoup de demandes sur ce sujet-là. Donc, globalement, si vous avez un peu d'intérêt pour cette partie-là, n'hésitez pas à me solliciter. L'idée, c'est d'abord de vous montrer de façon factuelle tout ce qu'on a déjà réalisé. Et ce qui est intéressant, c'est que les exemples, ils sont nombreux, avec des objectifs différents, avec des tailles différentes, avec des volontés différentes. Et globalement, on arrive souvent à cocher la case. Et c'est vrai qu'en termes de communication, comme on est régulièrement avec les gens en facial, en faisant des points très réguliers, on apporte une réponse qui est assez particulière, que peu de gens savent faire aujourd'hui sur le marché et sur lequel on a déployé quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, n'hésitez pas à me revenir sur le sujet. Et d'ailleurs, j'enverrai à ceux qui sont présents là, parce qu'on me pose la question, ceux qui sont présents à cette réunion, j'enverrai quelques exemples pour vous illustrer un petit peu tout ça. Voilà. Je crois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je regarde tout ça, qu'on a répondu à peu près à tout. Si j'ai oublié quelque chose, tirez-moi les oreilles avec un mail ou un coup de fil, mais globalement, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, ce que je vous invite, c'est que pour ceux qui sont là, si vous avez une petite demi-heure vendredi prochain, une fois n'est pas coutume, on va faire un focus très marqué sur notre fonds Sony Manager, avec une particularité, c'est qu'on a recruté quelqu'un, et on en fait un peu la promotion aujourd'hui avec quelques vidéos qui vont paraître sur les différents réseaux sociaux. On a recruté quelqu'un pour redimensionner la gestion action chez Sony. Il a eu des performances remarquables sur l'année 2020. L'année 2021 démarre sur de bons auspices, mais c'est quelqu'un qui est assez particulier, qui a une expertise qui est très fine, qui est assez détonnant dans cet univers de la gestion action un peu traditionnel qu'on peut entendre. Donc, pour ceux qui ont une demi-heure à perdre, je vous invite vendredi prochain, même heure, même endroit, à venir écouter ce qu'on va vous raconter sur Sony Manager, sur ce qu'on imagine de faire sur de la gestion action chez Sony. Et vous allez voir que la gestion action faite chez Sony, ça ne va pas ressembler à ce que vous pouvez forcément trouver ailleurs. C'est bien dans l'ADN de la maison. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou là-dessus. Ce sera parfait. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Vous avez été nombreux, vous avez été très, très, très écoutants. Donc c'est super. Passez un bon week-end et j'espère à très bientôt. En tout cas, en facial, en présentiel, ce serait assez formidable. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.